Voilà, tu peux y aller toi aussi. Allez, c'est parti. Cet ordinateur. D'accord? Ok, c'est ça. Très bien. C'est bon? Oui. Voilà. Alors, chers amis, je vous présente donc je ne veux pas dire une vieille amie, mais enfin, on se connaît quand même depuis pas mal de temps. Nawel, donc, Nawel Issaoui, qui fut mon étudiante il y a maintenant quand même pas mal d'années. D'abord en études anglophones. C'est une étudiante qui n'est jamais, enfin une ancienne étudiante qui n'est pas passée, contrairement à la plupart de ceux que vous avez entendus et qui étaient mes étudiants, qui n'est pas passée par le master religion, mais par le master études anglophones, dans lequel j'enseignais aussi les religions, mais strictement les religions américaines. Voilà. Donc, Nawel, après avoir fait ça, son master, a voulu continuer à travailler sur les religions. Elle va expliquer ça un petit peu mieux que moi. Et elle m'avait demandé de la diriger. Et puis, c'est comme ça que, de fil en aiguille, on en est venu à son sujet. Alors, elle est originaire donc, du Lot-et-Garonne. Elle fait partie de ces étudiants qui nous arrivaient d'Agen. Donc, on allait leur faire cours à Agen. Moi, je suis allée très souvent. Et certains d'entre eux arrivaient à Bordeaux ensuite, en troisième année. Et Nawel fait partie de ces meilleurs étudiants qui, ensuite, ont brillamment continué leurs études, la thèse, les concours. Et maintenant, elle enseigne, enfin, tu enseignes l'anglais donc dans la fac. Alors, je ne sais jamais si c'est en droit ou en économie, mais en tout cas, à l'université de Bordeaux. Voilà. Donc, je vais te demander de te présenter un tout petit peu plus et de me dire, enfin de nous dire comment tu en es venu à ces recherches spécifiques. Bien sûr, on en avait discuté ensemble, mais j'ai toujours laissé à mes étudiants le choix de leur sujet de recherche. On t'écoute. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Bernadette. Donc, comme tu l'as précisé, j'ai commencé mes études universitaires à Agen, qui était donc, enfin, qui est toujours une antenne, un pôle relié à l'université Bordeaux-Montaigne. Et j'ai effectué mes 2 premières années de licence et ensuite j'ai suivi le reste du parcours universitaire à Bordeaux. Donc, j'ai fait la 3e année et puis j'ai fait ensuite les 2 années de master. Quelques temps après ça, j'ai été reçue au CAPES d'anglais. J'ai enseigné pendant plusieurs années tout en préparant ma thèse. Et ensuite, je me suis retrouvée, après une année de stage dans le Lot-et-Garonne, à Duras, j'ai été enseignée en région parisienne. Dans le 93. Dans le 94, dans le Ah, Val-de-Marne. pardon, dans le 94. Bon. C'était quand même assez agréable parce que voilà, c'était pas aussi horrible que ce que je m'étais imaginé. C'était bon, une zone un petit peu mixte, mais c'était quand même pas déplaisant. Et puis, finalement, à force de postuler, de faire des vacations, etc., et après avoir validé la thèse, donc, j'ai été recrutée à l'Université de Bordeaux, où j'enseigne depuis 3 ans maintenant l'anglais juridique, donc l'anglais à des étudiants en droit. Voilà, oui, tu avais la thèse parfaite pour être justement dans le domaine du juridique, puisque ta thèse porte exclusivement sur des problèmes juridiques. Très bien. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous dire, puisque ta thèse porte effectivement sur les liens entre le fameux premier amendement qui est censé accorder la liberté religieuse à tout citoyen américain et laisser évidemment liberté de culte, de pratique, etc. Et donc entre ce premier amendement, comment tu as choisi de t'intéresser plus particulièrement aux problèmes des nouvelles religions, enfin, ou des religions, elles ne sont pas forcément nouvelles d'ailleurs, excuse-moi, des religions minoritaires. C'est-à-dire pourquoi tu t'es focalisé sur les religions minoritaires et les problèmes juridiques qu'elles pouvaient rencontrer, en fait, finalement, autant aux États-Unis que chez nous en France, mais avec des solutions un petit peu différentes. Comment ça t'est venu, cette idée? Alors, oui, comme tu l'as dit, on avait un petit peu discuté ensemble du sujet de recherche. Bon, j'avoue qu'au départ, j'étais partie sur des sujets un petit peu plus, entre guillemets, un peu plus bateaux, des sujets qui avaient été assez largement traités. Et finalement, tu m'avais suggéré l'idée Dis Siri, monte le son. Oui, oui, de vas-y, travailler sur des groupes religieux minoritaires. Et effectivement, il y avait une palette énorme au niveau du choix et je me suis rendu compte qu'il y avait des centaines, vraiment des centaines, même des milliers de litiges chaque année qui concernaient ces mouvements religieux. Et je m'y suis intéressée parce que
je me suis dit que ça posait une question centrale puisque, a priori, les juges devaient partir d'un texte de loi, de la Constitution, en l'occurrence des États-Unis, qui est le texte fondamental. Et à partir de ça et à partir de leur interprétation, il fallait quand même définir un petit peu ce qu'était la liberté religieuse et ce qui était en fait au cœur de tous ces litiges. Pourquoi ils étaient aussi nombreux, pourquoi les décisions étaient aussi différentes, etc. Donc j'ai trouvé que ce sujet-là pouvait commencer à m'amener à essayer de cerner un petit peu ces contours un peu mouvants, un peu fluctuants de la liberté religieuse aux États-Unis, et d'autant que c'est quand même un sujet sur lequel on a une approche assez particulière aux États-Unis, qui est complètement différente de l'approche française. Et c'est pour ça que j'ai voulu essayer de creuser un petit peu, par le biais de l'aspect juridique, bien sûr, mais comment cette question était explorée et quelle place, finalement, ces jugements donnaient à ces groupes minoritaires aux États-Unis. Ouais. Donc voilà, je me suis dit que l'approche juridique pouvait être dans ce sens intéressante parce que, après tout, c'est ce qui définit le mieux les rapports de force et les rapports tout court entre certains groupes religieux et la manière dont ces groupes trouvent leur place au sein de la société états-unienne. Ouais. Parfois, il suffit je l'ai découvert pendant mes études de cas, il suffit d'une décision de justice pour quasiment anéantir un groupe religieux ou au contraire favoriser son intégration au sein de la société. Oui, oui, ça c'est tout à fait passionnant puisque on en avait discuté, hein, mais depuis, on va dire, 20-30 ans aux États-Unis, les grands débats parmi mes collègues, et entre nous dans le réseau de chercheurs auquel j'appartiens, ce sont les problèmes juridiques qui occupent quasiment la plus grande place, puisqu'il y a alors quand il s'agit des nouvelles religions, mais tu n'as pas choisi que des nouvelles religions, puisque tu vas parler des Amish, des Mormons, etc., qui sont des religions anciennes, hein, mais chez les nouvelles religions se pose le problème de la succession du fameux prophète fondateur, qui va récupérer les droits d'auteur, qui va récupérer le pouvoir, qui va récupérer l'autorité, le charisme, etc. Et si dans d'autres pays, ça se passe par des négociations, des ententes dans le groupe, aux États-Unis, ça se passe toujours au tribunal. C'est un pays qui adore aller au tribunal. Il y a des milliards, enfin peut-être pas des milliards, mais il y a des millions d'avocats pour tout un tas de sujets. Et donc, effectivement, c'est au tribunal que tout se règle. Donc, tout ce que tu avais fait, ta thèse a été vraiment très, très appréciée. Hein, tu as vu les félicitations, je me souviens, etc. Alors, si on aborde maintenant le sujet un petit peu plus profondément, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se fait quand un groupe religieux, par exemple, il existe, il a le droit d'exister, il se déclare, hein, il est enregistré, donc il y a un processus, bon, on ne va pas en parler maintenant, mais c'est un petit peu comme, bon, en France, c'est la fameuse référence à la loi de 1905, se faire déclarer comme groupe cultuel, association cultuelle. Aux États-Unis, c'est pareil, hein, il y a des demandes à faire pour avoir le statut 501, etc. Mais quand est-ce que ces groupes-là, quand est-ce qu'un groupe, quel qu'il soit, va devoir faire face à la justice, soit parce qu'il est attaqué, soit parce que lui-même il attaque, parce qu'il estime que sa liberté religieuse n'est pas garantie. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les recours, et après tu nous expliqueras comment fonctionne un petit peu la Cour suprême. Quels sont les recours possibles pour un groupe qui a besoin d'une affirmation qu'il est bien un groupe religieux parfaitement libre de pratiquer ceci ou cela? Oui, effectivement, comme tu disais, il y a plusieurs cas de figure. Le groupe peut être attaqué parce que les autorités locales ou fédérales estiment que l'une de ces pratiques contrevient à telle ou telle loi en vigueur et qu'il faut trouver une solution pour que le groupe en question respecte ces lois. Et à l'inverse, parfois, c'est effectivement le groupe religieux en question qui estime, lorsqu'une loi a été promulguée, que cette loi est en désaccord finalement avec l'une de ces pratiques, souvent une pratique majeure. Et à partir de ça, il décide effectivement d'agir d'un point de vue juridique et il vient alimenter effectivement cette fameuse, on va dire, frénésie juridique dont on a parlé un petit peu plus tôt. Donc, lorsqu'un groupe ou une personne, hein, ça peut se faire aussi à titre individuel, considère qu'une loi va à l'encontre de sa pratique religieuse et par extension qu'une loi va à l'encontre de sa liberté religieuse, puisque, par exemple, une loi peut imposer une certaine interdiction,
comme l'interdiction de consommer une substance illicite, par exemple, ou bien une obligation spécifique, comme on le verra avec les Amish, le fait de devoir scolariser ses enfants dans des établissements approuvés par l'État jusqu'à tel âge, jusqu'à l'âge de 16 ans. Eh bien, ce conflit entre obligation religieuse d'une part et respect de la loi d'autre part donne forcément lieu à un litige, enfin, donne dans la plupart des cas lieu à un litige d'un point de vue juridique. Donc, il y a deux solutions possibles, dont une qui est, on va dire, qui aboutit beaucoup plus rarement dans les faits, et puis l'autre qui est beaucoup plus courante, on va dire. Alors, c'est lesquels ces recours? Alors, justement, on a deux choses. Donc, soit l'aménagement, ce qu'on appelle l'aménagement, qui est en fait un recours qui consiste à demander directement auprès du législateur une sorte d'assouplissement de la loi. Donc, ça, c'est par la loi, voilà, par le Congrès. Voilà, exactement. En passant, d'un point de vue législatif, en passant par le Congrès, où se font les lois, pour demander directement au législateur de prévoir, dans le cadre de la rédaction de cette loi ou de ce projet de loi, une sorte d'ajustement de la réglementation pour pouvoir prendre en compte en fait les besoins particuliers du groupe pour en fait, entre guillemets, arrondir les angles. Et c'est possible, ça s'est fait, ça s'est déjà fait, mais ça reste quand même relativement rare dans la mesure où ça implique que le groupe ou l'individu en question, mais là c'est encore plus rare, mais que le groupe religieux en question ait des moyens suffisamment importants, est une assise assez conséquente au sein de la société états-unienne pour pouvoir se permettre de faire littéralement du lobbying auprès des législateurs du Congrès. Donc, oui, alors ça, c'est pour ça que justement les mouvements minoritaires, par définition, ont quasiment pas la possibilité de se faire entendre au Congrès parce qu'ils sont minoritaires. Ouais. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'en général, ce qui arrive pour eux, c'est plutôt le second recours, c'est-à-dire tout simplement le procès. litige, voilà. La procédure juridique, voilà, le fait d'entrer en conflit directement et de régler l'affaire devant les tribunaux. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer comment aux États-Unis, les différentes strates avant qu'on arrive à la Cour suprême? Oui. Ce qui se passe au départ, c'est qu'en fait, alors que ça provienne du groupe ou alors des autorités en question, de l'État fédéral ou de l'État, de l'État, par exemple, de l'Oregon, etc., on a d'abord toute une série de procès qui se déroulent, on va dire, dans un tribunal inférieur. Puis ensuite, il y a, par un jeu d'appels successifs, de la partie mécontente, que ce soit le défendeur ou l'État, par exemple, mais on se retrouve petit à petit à monter les échelons au point de se retrouver jusqu'à la plus haute instance juridique au niveau de l'État en général. Donc, ça va être la Cour suprême de l'État parce qu'on a aux États-Unis un système sur deux niveaux, y compris pour le système juridique. C'est-à-dire que chaque État dispose de son propre système de tribunaux et d'une Cour suprême. Et lorsque l'affaire est passée devant la Cour suprême de l'État, et là, il faut déjà quand même plusieurs étapes, hein, c'est quand même… très long, hein. Oui, c'est très long et très coûteux, oui. Exactement, très coûteux. Et puis, il y a beaucoup de critères qui sont pris en compte. Finalement, il y a assez peu de dossiers qui sont retenus, étudiés, jugés, etc. Et après ça, effectivement, on a un peu plus de chance, un peu plus de chance, c'est relatif, mais de pouvoir porter son affaire jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, qui constitue en fait une sorte, l'équivalent en français, ça serait un petit peu une sorte de mélange entre le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation, en fait, puisque c'est vraiment elle qui statue de manière définitive. C'est elle qui a le dernier mot, donc en quelque sorte, c'est elle qui se fait l'interprète ultime de la loi et en particulier de la Constitution des États-Unis. Et donc, il faut préciser pour les gens qui nous écoutent, c'est que lorsque la Cour suprême a rendu un arrêt, il annule les lois qui étaient contre le principe de cet arrêt. C'est-à-dire que la Cour suprême, comme tu dis, elle a le dernier mot. Mais en revanche, on peut toujours imaginer ensuite que le Congrès va discuter d'un projet de loi, etc., qui pourra contrer cet arrêt de la Cour suprême. Donc, c'est vraiment, on est là dans ce qu'on apprend tout le temps dans
dans les études nord-américaines dans le système des contre-pouvoirs permanents. C'est-à-dire qu'il y a la Cour suprême, au bout d'un moment, elle a rendu une décision, un arrêt qui est définitif, qui prévaut sur tout le reste, mais le Congrès peut, et ça prend évidemment des années à chaque fois, démolir ce qu'elle a décidé, etc., etc. Et après, la Cour suprême, s'il y a tout ce processus au niveau des États, au niveau fédéral, avant d'arriver à la Cour suprême, qui s'y prête, la Cour suprême peut à nouveau casser la loi, etc., etc. Très bien. Alors, maintenant, est-ce que tu peux nous dire les 3 points, puisque je sais que tu as choisi trois groupes, est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, alors peut-être, si je peux me permettre un Oui, petit vas-y. point sur le premier amendement que j'ai oublié Ah oui, que pardon, j'ai oui. mentionné très rapidement sans vraiment l'expliquer. Juste pour préciser qu'en matière de liberté religieuse, aux États-Unis, c'est un droit constitutionnel donc, qui est garanti par le premier amendement à la Constitution fédérale. Et c'est un amendement qui protège également d'autres droits comme celui de la presse, celui de se réunir, etc. Mais ce qui est important ici, c'est de voir qu'effectivement, c'est un amendement qui est rédigé de manière assez vague, finalement. Et la portée de la liberté religieuse, telle qu'elle est définie dans cette Constitution fédérale, reste vraiment confuse, ce qui fait que l'interprétation, les possibilités d'interprétation, et comme c'est le devoir des juges de la Cour suprême d'interpréter ces clauses, ces différentes clauses, sont vraiment presque infinies selon les circonstances qui sont propres à chaque cas et selon, a priori, les intentions des pères fondateurs, c'est-à-dire les co-signataires de ce premier amendement. Mais alors surtout, ce qu'il faut vous dire, enfin je pense que les gens le savent peut-être un petit peu, c'est que la Cour suprême elle-même, c'est une institution bien entendu, mais sa composition est de 9 juges de la Cour suprême, mais il meurt. Alors il meurt très tard. En général, quand on est nommé à la Cour suprême, Oui. on ne va pas répéter tout le processus, mais c'est le président qui choisit quelqu'un, mais il doit être approuvé ensuite par une commission spécifique au Sénat, et ensuite le Sénat va voter. Donc c'est là aussi les contre-pouvoirs permanents. Mais une fois qu'ils sont nommés à la Cour suprême, ils ont une longévité extraordinaire. Mais bon, au bout d'un moment, ils finissent par mourir. Donc, la composition de la Cour suprême n'est pas vraiment la même, disons, tous les 5 ans, ça bouge, ou en tout cas tous les 10 ans. Et actuellement, on a une Cour suprême absolument sidérante, puisqu'elle est quasi totalement, enfin, il y a un juif, une juive et un protestant, je crois, mais je crois, ou en tout cas, c'est au moins, ils sont 9, c'est au moins 6 sur 9, voire 7 sur 9 catholiques, mais des catholiques qui, pour les 3/4 d'entre elles, sont excessivement conservateurs. Donc, cette Cour suprême, on l'attend justement sur la question de la liberté religieuse, notamment de la liberté de l'avortement, et qui est très liée à tous les débats religieux évangéliques et catholiques. On s'attend à ce qu'elle renverse ce qu'une Cour suprême très libérale des années 60-70 avait décidé, notamment la liberté d'avortement, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant de comprendre tout ça, parce que ce dont tu vas nous parler, eh bien, selon les périodes, la Cour suprême va avoir un comportement très ouvert vis-à-vis de la religion ou au contraire férocement interdit, enfin va interdire tout un tas de choses comme tu nous l'expliqueras. Voilà. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous présenter tes 3 grands groupes? Oui, vraiment, je te remercie d'avoir soulevé ce point-là parce que c'est un des facteurs déterminants, en tout cas, qui a une grosse influence, effectivement, la coloration un peu idéologique des juges de la Cour suprême, qu'ils soient progressistes ou vraiment très conservateurs. Ça y joue beaucoup, en effet. Alors oui, pourquoi j'ai choisi, dans le cadre de ma thèse, j'ai étudié un petit peu plus de groupes que ça, je crois que j'en avais étudié 6 ou 7 au total, 6 en particulier. Et là, ce soir, je souhaiterais vous parler de 3 groupes en particulier. Premièrement, les Mormons, ensuite les Amish et une église brésilienne qui s'appelle, la version courte du nom de l'église, c'est União do Vegetal. On a une Brésilienne qui nous écoute, alors elle va être… je voudrais bien entendre la prononciation. Alors, Anna Carla, vous êtes là, vous pouvez nous dire? Alors, attends. Oui, bonjour. Je n'ai pas vraiment bien compris le nom de l'église. Alors, il s'appelle, ça s'écrit União do Vegetal. Ah oui, la União do Vegetal. Voilà, d'accord. Oui, a União do Vegetal. D'accord, voilà. Bon.
Voilà, tu as ta prononciation, Nawel. D'accord, je vais essayer de m'en souvenir. Onia Odovejeta. Voilà. C'est bien. Donc là, il s'agit, comme pour les autres groupes que j'ai étudiés dans ma thèse, de groupes alors minoritaires. C'est plus vraiment le cas des Mormons parce qu'il se trouve qu'ils sont passés entre-temps de religion minoritaire à dénomination religieuse, mais ce sont des groupes en fait qui ont fait l'objet de poursuites juridiques marquantes, significatives en fait. J'ai trouvé que ça serait intéressant de parler de ces groupes parce que leurs pratiques concernent des domaines qui sont, on va dire, particulièrement délicats et strictement régulés, strictement encadrés par la loi, et dont la remise en question a fait vraiment polémique. Par exemple, avec les Mormons, on a ici la pratique de la polygamie. Au début de son histoire, parce que comme c'était Olivier Esmiel. Oui, Esmiel, c'était le dernier entretien, oui, oui. Voilà, aujourd'hui, ça concerne une partie, enfin, on va dire, une branche un peu séparatiste de cette… complètement séparatiste, un oui. groupe différent, on va dire, qui est pas reconnu par l'Église, voilà, par l'Église mère. Voilà. Sauf qu'au début, c'était quand même une pratique qui a été intégrée et qui a persisté un petit nombre d'années et qui a presque valu à un moment aux Mormons quasiment de voir l'Église complètement dissoute. Donc, c'est intéressant parce qu'au-delà de cette pratique qui a fait polémique d'un point de vue moral, etc., on a derrière un contexte historique qui, au-delà des principes moraux, reflète vraiment une sorte de bras de fer entre l'État fédéral et une Église qui devient de plus en plus puissante au point qu'elle menaçait en fait l'autorité de cet État fédéral en créant une sorte de territoire religieux pendant que le pays était en train de se former. Donc, j'ai trouvé le cas de la polygamie mormone, donc au début de son histoire, assez intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, on va parler des Amish. Alors, concernant les Amish, ils sont connus pour leur mode de vie assez austère, pour leur séparatisme religieux, leur mode de vie en autarcie, etc. Mais ce qui était intéressant de voir ici, c'est qu'ils ont réussi, entre guillemets, à remettre en question des lois en matière de scolarité obligatoire, ce qui n'était pas gagné, parce qu'en fait, mis à part l'exemption pour eux, à l'époque en tout cas, c'était très très rare que la scolarité obligatoire soit remise en question et qu'une communauté religieuse soit comme ça autorisée finalement à disposer du droit de transmettre ses valeurs et de faire la scolarité à ses enfants, de faire l'intégralité de l'éducation à ses enfants. Et puis, le dernier groupe dont on va parler, d'origine brésilienne, le União do Vegetal, représente aussi un intérêt assez particulier dans le sens où ils ont bénéficié d'un tournant favorable aux groupes qui étaient censés être les groupes amérindiens au départ sur le droit de consommer des substances illicites au nom de la liberté religieuse. Et là, ça touche quand même un domaine qui est assez délicat, la consommation de substances illicites, le fait de consommer, pour prendre un raccourci, des drogues qui étaient strictement réglementées, avec une politique antidrogue strictement appliquée pendant plus de 40 ans, qui avait été amorcée sous la présidence de Nixon, dans une politique un peu plus large du fait de vouloir sauver un petit peu la jeunesse de sa consommation excessive, etc., de sa consommation en drogue, du fait que voilà, tout parte dans tous les sens, etc. Mais c'est une politique qui a quand même été très stricte et qui, avant les années 90, n'avait pas vraiment été remise en question. Très bien. Alors, si tu commences par les Mormons. Alors, les amis qui ont suivi déjà Olivier connaissent un petit peu donc la pratique de la polygamie dans les groupes dissidents
aujourd'hui, mais ça serait bien que tu nous présentes justement, que tu nous reparles un petit peu du contexte historique et politique, puisque c'est ce qui permet de comprendre, comme tu viens de le dire d'ailleurs, hein, l'acharnement, on va dire, des autorités politiques de Washington, et qui vont passer d'abord par le Sénat, enfin par le Congrès, puis ensuite par la Cour suprême pour forcer les Mormons à obéir. Oui, donc effectivement, comme tu l'as dit, le contexte politique de tension entre l'Église mormone et l'État fédéral est vraiment directement lié aux conditions dans lesquelles la pratique de la polygamie a été intégrée comme un principe divin. En fait, il y a eu au départ un certain temps entre la révélation présumée la révélation, on va dire, que Joseph Smith dit avoir eue sur le mariage plural, et puis son application officielle au sein de l'Église. Parce qu'en fait, c'était une doctrine qui aurait été révélée plus ou moins dès la création de l'Église, en 1831. Et puis, à l'époque, le jeune prophète avait décidé de ne pas vraiment en parler ou d'en parler qu'à un nombre très restreint de personnes. Il n'avait pas mis ça en pratique. Et donc, c'est qu'une dizaine d'années plus tard, dans les années 1840, qu'il en a parlé un petit peu plus aux dirigeants, notamment de l'Église. Et ces dirigeants ont commencé à contracter des mariages, mais de manière secrète. En fait, le fait que ça ait commencé autour d'une sorte de secret, ça a provoqué un certain malaise, à la fois à l'extérieur de l'Église, parce que ça donnait aux Mormons une image encore plus mystérieuse, etc. Ils n'étaient pas très populaires à l'époque. Et même au sein de l'Église, puisqu'il y avait cette rumeur de fameuses unions célestes qui circulaient, alors que Joseph Smith continuait de soutenir en public, du moins, la monogamie comme loi divine. Ensuite, lorsque Joseph Smith décède en 1844, il décède lors d'une émeute anti-mormon, lui et son frère. Il était en prison, voilà, on l'a tué. Ouais, pendant cette fameuse émeute, il se trouve effectivement en prison et s'est fait tuer. Et c'est un de ses proches collaborateurs, Brigham Young, qui prend la suite, qui était membre du collège des 12 apôtres, qui lui succède et qui prend la direction donc, de l'Église. Et bon, pour essayer de synthétiser, en fait, Brigham Young décide d'amener tous ses disciples alors à travers plusieurs États, et il décide finalement de les installer dans l'Utah pour créer la Nouvelle Sion, dans le but de faire prospérer la communauté. Et lorsqu'ils arrivent dans l'Utah, on est en 1844, 47, ils arrivent, oui. C'est 47, entre 44 et 46. Oui, enfin, ils commencent à arriver par petits groupes, voilà. Oui. Ouais. Voilà, et les États-Unis se trouvent en ce moment en pleine guerre voilà, de territoire avec le Mexique. Ils veulent récupérer notamment le Texas, ils veulent aussi l'Arizona, etc. Donc, une fois en 1850 que l'Utah a obtenu son statut de territoire et que Brigham Young et ses fidèles sont installés, la communauté prospère tant et si bien qu'elle se retrouve, la ville de la Nouvelle-Sion en particulier, se retrouve pour la première fois avec une population majoritaire qui était non protestante. Donc, on voyait que numériquement parlant, déjà, les Mormons commençaient à prendre une certaine importance. Et c'est dans ce contexte, c'est en 1850 ou 51, je crois, 1850, que Brigham Young finit par révéler la pratique en disant que lui-même a épousé un certain nombre de jeunes femmes. Donc, cette annonce a choqué la population non mormone qui vivait également dans l'Utah. Et voilà, cette population-là a commencé à manifester en fait une sorte de crainte de voir le territoire se transformer en une sorte de théocratie. Un harem, un grand harem. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc le grand harem dirigé par le c'est comme ça qu'on disait, hein, on l'appelait le harem. Hein. Oui. Voilà, donc il y a eu cette espèce d'impopularité qui a fait grand bruit et qui est remontée évidemment jusqu'à Washington.
Donc, ça a provoqué, comme j'ai dit, une sorte d'onde de choc dans la communauté mormone, à l'extérieur, etc. Et il y a eu une certaine méfiance et puis même une hostilité, finalement, à l'égard de la religion mormone en général, puisque les Mormons étaient désormais associés à polygames, etc. Donc, dans les années qui ont suivi, il y a eu des débats au Congrès de Washington autour de cette fameuse question de la polygamie, parce que ça soulevait des débats publics de moralité, de comment est-ce qu'on pouvait permettre qu'un groupe religieux, voilà, au nom de la religion, certains concitoyens se permettent d'épouser plusieurs femmes. Donc, les débats ont été assez nombreux, mais finalement, ils n'ont pas vraiment abouti parce qu'il ne pouvait pas y avoir forcément un consensus entre les États du Nord et les États du Sud, puisqu'on était dans une dizaine d'années avant la guerre de sécession. Voilà, et il se trouve que les États du Nord, les représentants dans la Chambre des représentants au Congrès, les représentants des États du Nord avaient tendance, ils voulaient faire d'une pierre deux coups, ils voulaient éliminer l'esclavage et éliminer la monogamie, pardon, la polygamie. Et donc, ils ont fait une sorte de métaphore en disant qu'il fallait absolument éliminer les deux reliques de la barbarie, l'esclavage et la polygamie. Donc, les États du Sud n'ont pas forcément répondu à tout ça, ce qui fait qu'il n'y avait jamais de véritable majorité et donc aucune loi qui était votée dans ce sens. On a eu beaucoup de débats et même de projets de loi, mais rien qui a vraiment résulté sur quelque chose. En 1857, c'est le président Buchanan qui est élu et qui décide de congédier Brigham Young à la tête du territoire de l'Utah, c'est-à-dire qu'il le démet de ses fonctions de gouverneur. Et là, c'est déjà vu comme un premier affront du gouvernement fédéral à l'encontre de la communauté. Donc, il y avait déjà une sorte de tension, d'autant que pour être sûr de faire appliquer ce départ, le président fait envoyer... alors, je vais regarder ça, plus de 2000 soldats. Mais en gros, voilà, ça représentait vraiment petite armée, oui. Voilà, de l'armée des États-Unis à cette époque. Donc, tout de suite, il y a eu une sorte de... Et en plus, ils ont eu un comité d'accueil mormon à leur arrivée. Donc, tout de suite, ça a commencé un petit peu à exacerber ces tensions. Ensuite vient la guerre de sécession et là, les débats finissent par donner quand même la promulgation d'une loi qui s'appelle la loi Morrill, votée en 1862. Et cette loi vise en gros à interdire la polygamie et elle limite aussi les biens fonciers de l'Église. Alors, c'était pas, la loi ne disait pas qu'elle limitait les biens fonciers de l'Église mormone, elle disait que toute Église, voilà, elle fixait une sorte de plafond à $50 000, mais ça traduisait évidemment la volonté de l'État fédéral de réduire en fait l'influence de l'Église mormone dans le territoire de l'Utah. Donc ensuite, plusieurs projets de loi encore qui visaient à renforcer cette loi, parce qu'en fait, la loi Morrill n'a pas forcément été appliquée dans la mesure où c'était aux juges locaux de faire appliquer cette loi. Il se trouvait qu'eux-mêmes, bien souvent, étaient engagés dans des mariages polygames, donc ils allaient difficilement engager des poursuites contre leurs concitoyens pour la même chose. Donc, finalement, pendant plusieurs années, cette loi Morrill est restée, n'a pas été... Attends, je peux t'interrompre. Est-ce que tu veux que je mette en route ton PowerPoint où tu mets les noms et les dates? Oui, effectivement, oui, je veux bien. Ouais, je le fais alors. Hein. Vas-y, continue. Voilà. Donc voilà, je disais que suite à cette loi qui était restée un petit peu lettre morte, on arrive en 1874 à une autre loi qui, elle, vise à la mettre en application de manière vraiment pragmatique, c'est-à-dire que le but de la loi Poland, c'était de faire en sorte que la loi Morrill soit appliquée non pas par des juges au niveau étatique, enfin au niveau territorial plutôt, ce n'était pas encore en État, mais que ce soit confié plutôt à des juges fédéraux. Et par ailleurs, cette loi prévoyait aussi une sorte de restructuration, enfin de nouveaux critères qui étaient élaborés pour constituer des jurys, pour évidemment éviter pour écarter en fait de potentiels jurés polygames, parce que sinon ça revenait au même.
Alors après, tu peux, parce qu'il va falloir un petit peu accélérer, parce que je vois que l'heure tourne. Si on veut parler de tous les groupes, tu peux nous parler de Reynolds, alors oui. Oui, alors donc pour effectivement abréger un petit peu tout ça, tension entre l'État fédéral et l'Église, et puis ils décident au bout d'un moment de trouver un accord, de se mettre d'accord sur ce qu'on va appeler une affaire test. Test case en anglais, c'est vraiment l'affaire qui allait déterminer la suite la constitutionnalité de la polygamie mormone. C'est-à-dire que l'État fédéral s'est engagé en fait à ne plus poursuivre les polygames, et en échange, l'Église proposait un de ces sérieux membres polygames qui allait représenter en fait son affaire et la porter devant la Cour suprême. Donc là, le jeune homme en question qui était choisi, c'était George Reynolds, qui était un membre très actif, très sérieux, etc., qui était d'ailleurs le secrétaire personnel de Brigham Young. Et il avait été choisi, déjà, il y avait un petit aspect de communication, il avait été choisi parce qu'il présentait bien et qu'il ne correspondait pas forcément aux clichés, même physiquement, il ne correspondait pas aux clichés du Mormon entouré de ses 18 femmes, etc. D'ailleurs, lui, il n'avait qu'une seule autre femme. Il était bigame. Voilà. Donc, le choix s'est porté sur George Reynolds. Le risque pour lui, c'était une lourde amende et surtout une peine de prison ferme de 5 ans, puisque c'était quand même considéré comme un délit majeur. Ouais. Oui, excuse-moi, je croyais que tu avais une question. Non. Voilà, donc, en octobre 1874, Reynolds est accusé, comme il s'y attendait, etc. L'Église avait prévu les documents pour justifier effectivement le deuxième mariage, etc. Sauf que les autorités fédérales n'ont pas forcément tenu parole finalement. Quelques jours avant le procès, l'Église mormone a appris que l'État fédéral finalement a continué d'engager certaines poursuites. Donc, ils se sont montrés un petit peu réticents. Ils n'ont pas fourni les pièces qu'ils étaient censés fournir, les documents justifiant le deuxième mariage contracté par George Reynolds. Donc, ce qui a un petit peu compliqué l'affaire. Et finalement, on a eu un certain nombre de témoignages qui ont fait qu'il était établi que George Reynolds était bigame. Alors là viennent les arguments. Les arguments, c'était tout simplement que la pratique de la polygamie était la pratique du mariage plural, parce qu'ils n'utilisaient pas, les avocats de l'Église mormone, n'utilisaient pas le terme polygamie. En général, ils parlaient d'union céleste ou de mariage plural, pour montrer en fait pluriel, pluriel, ouais. Pluriel ou plural, oui, effectivement. On trouve les deux en fait, la traduction. Oui, mais je pense que c'est parce que les anglo-saxons disent plural, mais que les francophones qui ont traduit ne savaient pas qu'on disait pluriel. Voilà, donc j'attribue ça plutôt à une faute de traduction, ouais. Mais c'est pas grave, vas-y. Oui, donc en tout cas, cette terminologie-là, elle était choisie aussi pour insister sur la dimension religieuse finalement et le côté doctrine centrale. Donc, voilà, sur le fait que c'était absolument fondamental. Alors, attendez, excusez-moi, je regarde maintenant. Et puis, ils ont perdu, la Cour suprême n'a pas accepté d'autoriser la polygamie. Malgré cet argument-là, c'est un argument qui a été complètement rejeté, puisque même s'il était assez logique, parce que en fait, les avocats de George Reynolds ont dit qu'en gros, il ne faisait pas ça par plaisir ou pour contrevenir aux lois, mais il n'y avait pas d'intention délictueuse, c'est juste qu'il était obligé d'agir par conviction religieuse et que s'il n'agissait pas dans ce sens-là, il se condamnait à la damnation éternelle. Et c'est là qu'ils ont invoqué le premier amendement en disant que il se trouve que la liberté religieuse est protégée et donc cette crainte doit être protégée également par le premier amendement. C'est un argument qui a été rejeté. En première instance, le juge a simplement confirmé le fait que l'accusé était bien bigame et devait être condamné à 5 ans de prison et une amende, alors je ne sais plus le montant de l'amende. L'Église amène l'affaire devant la Cour suprême des États-Unis.
enfin d'abord devant la Cour suprême territoriale de l'Utah, parce que c'était quand même une étape importante. Ils étaient forcément, ils étaient donc obligés d'en passer par là. La Cour suprême de l'Utah confirme le jugement des cours inférieures en disant que, pour les mêmes raisons en fait. Et là, l'Église mormone fait appel. Donc évidemment, tout ça prend un petit peu de temps. On se retrouve 4 ans plus tard, en 1878, devant la Cour suprême des États-Unis. Donc là, les avocats de Reynolds sortent exactement le même argument principal, et puis ils étayent aussi leur plaidoirie avec plusieurs autres arguments, dont le fait qu'ils avaient trouvé que la constitution du jury d'inculpation avait été frauduleuse, enfin qu'elle n'avait pas été réglementaire, dans le sens où certains jurés mormons avaient été écartés, alors que des jurés qui avaient l'air plutôt hostiles à l'Église mormone avaient été retenus, etc. Et puis, il y avait aussi un argument concernant le témoignage de la première épouse de George Reynolds, Amelia Schofield, qui aurait dû être considérée comme illégale, etc. Bon, je vais essayer de raccourcir un petit peu pour me focaliser un petit peu plus sur le raisonnement de la Cour suprême. C'est ça qui est finalement intéressant, c'est qu'au bout de quelques mois, donc là, janvier 1879, la Cour suprême décide de maintenir les décisions précédentes, c'est-à-dire qu'elle confirme la condamnation de George Reynolds et elle rejette entièrement l'argument de liberté religieuse. Comment est-ce qu'ils ont justifié ça? Qu'est-ce qu'ils ont argumenté? Ils se sont, en particulier donc, le Chief Justice, qui est en fait le président de la Cour, Waite, s'est attaché en fait à examiner ce qui, selon lui, constituait la question centrale de l'affaire. Et pour lui, la question, c'était est-ce que George Reynolds devait être acquitté parce que son second mariage avait été contracté par devoir religieux? Donc, en gros, est-ce que la croyance religieuse représentait une justification, d'un point de vue juridique, valable pour un acte jugé délictueux par la loi du pays? Et donc, la loi du pays qui est normalement applicable à tous. Alors, la réponse à ça, c'est non, tout simplement. Avant d'en arriver à la conclusion que non, ils s'en sont référés au contexte, aux intentions des co-signataires, des pères fondateurs, des co-signataires de la Constitution et des premiers amendements à la Constitution, et notamment à Thomas Jefferson et James Madison, qui, pour les juges, faisaient autorité dans ce domaine. Et ils ont repris notamment un écrit de Jefferson, dans lequel Jefferson expliquait que le principe de liberté religieuse devait être accompagné d'un mur de séparation entre l'Église et l'État. Et en vertu en fait, de ce principe de mur de séparation, les juges ont expliqué que finalement l'État fédéral ne pouvait pas cautionner cette pratique, parce que tout simplement, il fallait que ça reviendrait en fait à favoriser un groupe religieux, l'Église mormone en l'occurrence, au détriment d'autres groupes religieux aussi présents sur le sol américain. Parce qu'en fait, ils sont partis du principe que si la Cour donnait une exemption, accordait cette exemption, et que l'accusé pouvait légalement s'engager dans une activité qui était normalement punie par la loi, d'autres groupes pourraient, sur le même principe, s'affranchir d'autres lois. Donc, ils en sont arrivés à la conclusion que, donc, ils ont pris des exemples assez extrêmes justement pour justifier cette conclusion. Ils ont dit qu'au nom de la liberté, certains groupes pouvaient réclamer le droit de sacrifier des humains, de s'immoler par le feu, etc. Donc, ils en sont venus à dire tout simplement que ce qui était protégé, et là c'est la première lecture vraiment faite par la Cour suprême des États-Unis dans une affaire qui invoquait le premier amendement, ils en sont venus à la conclusion selon laquelle en fait seules les croyances étaient véritablement protégées par la Constitution, par le premier amendement. Mais pas les pratiques, Pas les pratiques. Ouais. Voilà, donc finalement, George Reynolds est allé en prison. Ses petits camarades qui étaient dans la même situation également. Et malgré ça, on a eu toute une vague vraiment de prisonniers
qui s'appelaient les prisonniers pour la conscience, c'est-à-dire qu'ils mettaient en valeur d'abord leur conscience religieuse au défi et au mépris de la loi et de la décision rendue par la Cour suprême des États-Unis. Donc, ils savaient ce à quoi ils s'exposaient. Et là, on a plusieurs clichés. Malheureusement, j'en ai pas mis un. Non, avec les bagnards, on les voit en bagnard, c'est pas grave, on les. Voilà. Ouais, voilà. Donc ça se prolonge comme ça jusque dans les années 80. En 1882. Alors, va un petit peu vite parce qu'on ne va jamais arriver à parler des Amish et des Brésiliens. Je termine juste sur la loi Edmunds-Stoker, ouais. Edmunds, pardon, qui visait vraiment, qui voulait mettre un point final pour régler cette question mormone, parce qu'on savait bien qu'elle était liée pas seulement à la polygamie, mais à cette emprise politique sur le territoire de l'Utah. Et en fait, une loi qui finalement a permis au gouvernement fédéral la saisie de la quasi-totalité des biens d'église a été mise en place et a été appliquée, si bien que l'Église s'est retrouvée à fonctionner quasiment sans fonds, sans ressources, sans biens, etc. Donc, c'est une sorte de dissolution. Et suite à ça, environ 2 ans plus tard, 2 à 3 ans plus tard, le président Wilford Woodruff. Alors de l'Église, le président de l'Église. Hein, oui. Oui, de l'Église, pardon, bien sûr. Donc, ils se sont succédés après Brigham Young, etc., qui, lui, refusait absolument de mettre un terme officiellement à la polygamie. Son successeur a fait une annonce en disant qu'il allait interroger le bon Dieu sur cette question qui manifestement a été demandée à être résolue. Et il aurait eu une réponse à travers une révélation, pour faire court, en disant que la polygamie, c'est pas si bien ça, il fallait que ça s'arrête. Voilà. Et ça, c'est arrivé en 1889. 90, pardon. 90, donc environ 3 ans après tout ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'a pris fin la pratique de la polygamie. Enfin, ça s'est prolongé pendant quelques années encore, des mariages secrets, etc. Oui. Ça s'est, au fil du temps, un petit peu éteint. Voilà. Mais ça, justement, Olivier en a parlé ensuite. Voilà. Mais c'est ce qui a permis ensuite à l'Utah, territoire, de devenir un État, puisqu'il n'y avait plus de rivalité avec le gouvernement fédéral. Bon, alors maintenant, on passe au Amish parce qu'il est déjà 7h moins 10. Oui, pardon, c'est vrai que je n'ai pas vu l'heure. Voilà, mais moi j'essaye, mais je vois que tu ne me suis pas quand je te dis d'aller plus vite. Oui, pardon. Alors là, je vais vraiment essayer de synthétiser au maximum. Voilà. Est-ce que tu peux Alors, d'abord, je dirais que quand on parle des Amish, maintenant, on ne parle pas du tout d'un groupe qui a quelque chose à voir avec les Mormons. Parce que la plupart du temps, quand je parle des Mormons sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, on me dit « Ah oui, c'est eux qui avaient des chevaux, etc. Ils s'habillent comme au Moyen-Âge. » Non, pas du tout. Le Mormon est complètement actif dans le monde pour transformer le monde. Ils sont complètement intégrés à la société américaine, française, etc. Vous ne pouvez pas savoir que vous avez des Mormons en face de vous si vous en avez. Alors que les Amish, eux, sont un groupe qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, vise au séparatisme, à l'autarcie, vivent de façon exclusivement agraire, même si on peut en trouver dans certains magasins, etc., mais c'est rare, et sont toujours habillés comme au XVIIIe siècle à peu près, avec des chevaux, etc. Voilà, alors je te laisse maintenant nous dire à grands traits leurs principes, notamment vis-à-vis de l'école, et après que tu nous parles comment il y a eu ce célèbre arrêt de la Cour suprême qui s'appelle Yoder. Il s'appelle beaucoup souvent Yoder parce que c'est un nom allemand, et il y a beaucoup de noms allemands chez les Amish qui sont une forme d'anabaptisme. Bon, on n'a pas le temps de développer ça ici, mais Yoder contre l'Illinois. Le Wisconsin, pardon, contre le Wisconsin. Je te laisse parler. Donc oui, comme tu l'as dit, Amish, 16e siècle, réforme protestante, etc. Ils arrivent aux États-Unis. Là, on fait un énorme bond. Mais ils arrivent, ils amènent avec eux aux États-Unis ces particularismes, en fait, le fait que alors, il y a plusieurs ordres. Bon, non, tu vas le vieil ordre à l'essentiel. Le vert fait partie du vieil ordre Amish, c'est-à-dire qu'il est encore plus rigoureux, etc., et encore plus attaché à ses principes. Ça expliquera le fait qu'à la fin, la communauté va un petit peu exploser parce que cette affaire va vraiment un petit peu les détruire, va provoquer un sentiment de honte, de malaise, etc. à la fin. Alors, rapidement, leurs principes, ils vivent effectivement en communauté autarcique, en fait, rurale, etc., enfin, plus ou moins autarcique. Et ils ont également des spécificités culturelles, linguistiques et tout ça, mais c'est surtout qu'ils ont des principes moraux très forts.
et le principe de séparation avec la vie moderne, etc. Ça a provoqué toutes sortes de types de conflits, mais des conflits sur presque des broutilles, on a envie de dire, mais aux États-Unis, encore une fois, le pays étant très procédurier, etc., il y a parfois ils sont contrevenus un peu malgré eux à des petites questions de porter un chapeau comme ceci, poser comme cela pour telle ou telle photographie officielle, etc. Donc, ils ont un certain nombre, on a dit, de principes qui les poussent à avoir des dilemmes. Et surtout, pour l'affaire qui nous intéresse, c'est une affaire en fait qui concerne l'éducation, la scolarité des enfants, et qui sont finalement assez importants. Alors, les principes les plus importants pour cette affaire-là, c'est surtout le principe de discrétion, le fait de ne pas avoir recours à la justice du monde extérieur, parce qu'ils considèrent que le monde moderne est un monde différent. Et eux souhaitent se maintenir dans un monde un peu plus spirituel, etc., avec leur propre système de justice auquel ils se plient tous. Et ils n'ont pas forcément envie de s'impliquer dans des conflits juridiques. En ce qui concerne l'éducation, c'est une éducation qui se veut vraiment basique, apprendre à compter, lire, écrire, etc. Et puis, au bout d'un moment, le but de cette éducation, c'est de transmettre vraiment les valeurs religieuses au plus profond des disciples, c'est-à-dire une vie simple. Alors, on va apprendre très tôt aux filles, et c'est pour ça qu'ils ont eu quelques embêtements, mais à coudre, à faire des travaux manuels, etc. Les garçons vont partir travailler au champ dès l'âge de 12-13 ans, etc. Donc, en fait, c'est tout un mode de vie, en fait, une religion et un mode de vie qui est organisé, orienté vers cette conception religieuse. Alors, et surtout, ils laissent les enfants, ils estiment que vers 13-14 ans, l'éducation, enfin l'instruction à l'école est terminée. Oui, et qu'ils n'ont pas besoin d'aller plus loin et que même justement le gros conflit, en fait, l'incompatibilité avec le monde extérieur, c'est que le lycée, tous les programmes, etc., même toutes les disciplines, l'art, ils considèrent que c'est parfaitement inutile, donc ils ne veulent pas que leurs enfants aillent apprendre l'art au lycée. Ils se disent, mais c'est pas cohérent avec notre style de vie, avec nos priorités. La priorité, c'est de savoir vivre, lire la Bible, se réunir, etc. Mais enfin, c'est absolument pas d'accumuler une certaine connaissance. Voilà. Et alors, comment ça se fait que ça soit dans le Wisconsin qui a eu cette affaire? Alors, tu donnes les dates, je crois que c'est dans les années 40, hein, c'est ça? Oui, en fait, la communauté en question, c'est dans les années 60 qu'elle est venue s'installer, début des années 60. C'est une communauté qui venait en fait d'une petite ville de l'Iowa, une petite ville qui s'appelle Hazleton. Et ils se sont, comme ils commençaient à devenir trop nombreux, en fait, à partir du moment où une communauté amish devient trop importante, ils vont s'installer ailleurs et fonder une autre communauté plutôt que de la voir s'agrandir. Parce qu'ils ont aussi ce rapport un peu particulier avec, ils veulent empêcher en fait toute forme de grand pouvoir, de choses qui sont à grande échelle. Ils veulent vraiment rester dans la simplicité. Donc la communauté, pour être rapide, la plupart des familles qui se trouvaient de trop, entre guillemets, dans la communauté de Hazleton, ont déménagé, sont arrivés jusque dans le Wisconsin, dans la commune de New Glarus. Et a priori, au départ, ils s'entendent bien, les rapports avec les autorités sont bonnes, le maire du village, etc., est très heureux de les accueillir. Il y a même une sorte ces places de parking qui leur sont réservées pour tout leur matériel, etc. Et on les autorise. Alors, au départ, les enfants amish fréquentent les écoles publiques. Mais dans les années 60, c'est encore pas trop, surtout dans les parties rurales du pays, c'est pas trop un problème en soi parce que c'est pas encore la grosse modernité entre guillemets. Ce sont bien souvent des écoles avec une seule pièce, avec un nombre d'enfants restreint, etc. Donc ça ne contrevient pas vraiment au principe des Amish. Et puis l'enseignement qui est dispensé est assez basique finalement. Donc ça se passe plutôt bien. Les enfants Amish se mélangent avec les non-Amish dans leur communauté. Ce
qui va poser problème avec cette communauté-là en particulier, ça part, c'est presque anecdotique en fait, mais ça part d'un cours d'éducation physique où les filles devaient avoir une tenue pour pratiquer ces activités sportives. Et puis, les parents ne sont pas forcément d'accord parce qu'ils trouvent que ces tenues sont beaucoup trop courtes, elles ne sont pas appropriées, etc. Donc, parmi les parents qui vont écrire une lettre, il y a plusieurs membres de la congrégation, mais parmi eux se trouvent les trois défendeurs, dont un qui… Des plaignants. Un des plaignants, pardon. Jonas Yoder, qui va se retrouver finalement à la tête de ce conflit, mais ils écrivent en gros à l'académie, dont dépendait la petite école où allaient leurs enfants, qu'ils ne sont pas d'accord avec ce principe d'obliger leurs filles à leur faire porter une tenue qui n'est pas appropriée, etc. Et ils vont un petit peu plus loin en disant qu'après tout, ils préféreraient que leurs filles n'assistent pas, ne participent pas à ces cours d'éducation physique. Bon, au début, il y a une sorte d'arrangement, il y a une sorte d'exemption. Et puis, les Amish vont un petit peu plus loin en demandant à ce que leurs enfants ne soient pas obligés d'aller au-delà de la 3e, 8th grade, alors qu'aux États-Unis, comme les enfants doivent aller à l'école jusqu'à 16 ans, il manquait 2 ans. Il fallait qu'ils fassent 2 ans de plus. Donc là, c'est une proposition qui a été rejetée par l'Académie et qui a commencé du coup à poser problème. Alors, dans ce contexte-là, la communauté de New Paris a décidé a proposé, en tout cas, en fait, elle a proposé de former sa propre école, enfin de construire sa propre école, et comme ça, il n'y aurait plus d'embêtement par rapport à ces fameux cours d'éducation physique, aux tenues, etc., puisqu'ils étaient autorisés à le faire, sauf qu'ils devaient suivre évidemment un certain nombre de critères, mais a priori, c'était tout à fait possible, et d'autres communautés amish avaient par ailleurs leurs propres écoles, donc c'est un modèle qu'ils ont décidé de suivre. Alors, comment ça s'est fait qu'on est arrivé jusqu'à la Cour suprême alors? Oui, en fait, c'est parti la rentrée suivante. Donc, le directeur de l'école publique, qui avait des effectifs assez importants pour une école rurale, etc., assez intéressants, percevait des aides de l'État. Et ces aides, ces fonds de l'État étaient conditionnés en fait au nombre d'inscrits. Donc, comme partout, oui. Voilà, et donc, en raison de la chute du nombre de ses effectifs, il avait peur tout simplement de perdre de l'argent. Donc, il a fait une proposition un petit peu, on va dire, un petit peu curieuse, enfin, pas forcément très honnête aux parents amish de la communauté, en disant, est-ce que vous pourriez au moins inscrire vos enfants juste pour les 3 premières semaines de la rentrée, même s'ils ne viennent pas, vous inquiétez pas, on ne va pas demander à ce que vos enfants viennent dans notre école, c'est simplement qu'on va avoir des contrôles et on aimerait avoir le nombre d'élèves suffisant pour percevoir des aides. L'argent de l'État. Voilà. Les Amish ont évidemment refusé parce qu'ils ont trouvé ça vraiment malhonnête, donc ils n'ont pas voulu les inscrire, même temporairement. Ce qui fait que le directeur a commencé à essayer de les intimider un petit peu. Il a envoyé plusieurs lettres d'avertissement en disant qu'il allait alerter les autorités, en disant que leur école ne respectait pas telle et telle loi en vigueur dans le Wisconsin. C'est ce qu'il a fini par faire, il s'est plaint. C'était alors un décret du Wisconsin, de la loi du Wisconsin qui disait que l'école devait être, l'école était obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Or, l'école construite dans la communauté amish n'avait pas prévu ça, ça s'arrêtait à 14 ans et ensuite ils les envoyaient au champ. Ensuite, cette polémique s'est un petit peu ébruitée dans la presse locale et puis petit à petit, il y a eu d'autres histoires dans d'autres communautés amish qui commençaient à faire poindre un petit peu une sorte de tension qui devait être réglée, sur laquelle il était temps de trancher.
très rapidement, en gros, les Amish se sont fait, les plaignants se sont fait, Yoder et ses camarades se sont fait poursuivre. Ils se sont retrouvés devant un tribunal, le tribunal du comté. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai regardé. Mais bon, rapidement, ils se sont retrouvés, oui, devant la cour du comté de Greene. Quelques années après ça, 2-3 ans, je crois, ça a pris, en 1969. Ils se sont fait représenter, parce qu'ils n'avaient pas d'avocat évidemment, ils se sont fait représenter par des avocats d'un groupe, une sorte de groupe d'un comité national pour la liberté religieuse des Amish. Donc c'est un groupe qui avait pour but, qui avait été créé spécifiquement par des universitaires pour défendre les intérêts des Amish. Non, s'il vous plaît, éteignez bien vos micros. François, éteignez le micro. Voilà, c'est bon. Allez-y, Nawel. Dans divers États. Alors, un des avocats un peu stars de ce groupe, de cette commission, a été touché un peu par l'histoire de Yoder et il a voulu représenter Yoder ainsi que… Ils étaient trois, en fait, trois à être accusés. Donc, cet avocat, William Ball, a représenté Jonas Yoder, Heidi Nuzzi et Wallace Miller pour ce premier procès. Quels ont été les arguments en fait? L'argument de William Ball, ça a été de déclarer que l'application de la loi du Wisconsin sur l'éducation, donc qui obligeait à poursuivre l'école jusqu'à 16 ans, privait les Amish de leur droit constitutionnel de pratiquer librement leur religion. Alors comment est-ce qu'il a établi le pont? Il a admis d'abord que la loi qui rendait l'école obligatoire n'était pas anticonstitutionnelle en soi, mais c'était plus spécifiquement son application dans le contexte particulier de la communauté Amish qui était contestable d'un point de vue constitutionnel, dans la mesure où les pratiques religieuses des Amish étaient indissociables en fait de leur mode de vie, que c'était à ce point central et fondamental. Donc, l'argumentation reposait vraiment là-dessus. Il a fait témoigner un universitaire, le professeur John Hostetler, qui avait été lui-même Amish, qui était né dans une communauté Amish, élevé, etc., et qui avait, à l'âge adulte, quitté sa communauté, mais qui était resté, voilà, il y avait une sorte de connaissance de l'intérieur, et qui a vraiment magistralement plaidé la cause des Amish en expliquant pendant ce procès que, effectivement, le principe fondamental de séparation de la communauté avec le monde extérieur était quelque chose qui était au sein de l'existence même de cette communauté. C'est-à-dire que si on remettait en question, on détruisait tout simplement cette communauté-là. Et alors, tu peux nous dire la conclusion alors de la Cour, parce qu'il va falloir qu'on puisse parler du cas brésilien. Ben, en fait, la Cour a donné raison à Yoder et aux deux autres plaignants. Bon, il y en avait un qui n'était pas là. Bref, la Cour a donné raison à Yoder. Et ils ont l'argument derrière ça, c'était qu'après tout, la communauté Amish ne posait a priori pas de problème, donc à tous les niveaux. Ça en a été devant la Cour suprême du Wisconsin, Cour étatique, puis la Cour suprême des États-Unis en 1972, donc ça a pris un peu plus de temps, évidemment, le temps que ça remonte, mais les arguments étaient à peu près les mêmes, et puis l'argument de la défense était pareil, non-respect de la loi, etc. Et en gros, à chaque fois, les juges ont conclu qu'effectivement, ils se sont beaucoup appuyés sur le témoignage du professeur Hostetler en disant que finalement, cette communauté-là, à partir du moment où ces valeurs impliquaient la valeur travail, que les enfants bénéficiaient tout de même d'un enseignement basique, on pouvait estimer que la protection du libre exercice garantie par le premier amendement s'appliquait dans la mesure où leur croyance religieuses et leurs pratiques religieuses étaient indissociables de leur mode de vie. C'était vraiment tellement au cœur de leur communauté que, voilà. Je me souviens, on enseignait Satari là dans les cours qu'on faisait sur la Cour suprême, et l'argument, comme tu dis, c'était que
En fait, même sans aller jusqu'à 16 ans à l'école, les enfants amish sont d'excellents citoyens, même si, bon, ils ne votaient pas à l'époque, etc. Mais ils vivent une vie parfaitement morale, ce sont des voisins absolument remarquables, etc. etc. Et donc, finalement, l'éducation donnée par la famille compensait les 2 années qu'ils auraient dû faire dans une école publique et que donc, on pouvait les en dispenser. Voilà, c'est très bien. Alors, je me permets de te presser un peu parce que je voudrais maintenant que tu nous parles du groupe brésilien qui est quand même beaucoup plus rigolo que les Amish, puisque ce sont des joyaux lurons qui aiment bien se shooter au prétexte de rencontrer la divinité. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas… Pugnao do végétal, Oui, comme oui, dirait Anna Carla. peut-être montrer la fameuse photo. Ah oui, voilà. Alors, attends, j'y vais, je m'en occupe. Vas-y, fais ton… Alors, donc cette église-là, c'est un mouvement religieux syncrétique qui est né au Brésil. Et puis, bon, les croyances de ce groupe remontent à des centaines d'années, mais ça a pris officiellement forme en 1961 sous l'impulsion de José Gabriel da Costa. Alors, je le dis à l'espagnol, je suis désolée, je ne parle pas portugais, qui a fondé le mouvement en s'inspirant au cours de ses visions. Donc, cette religion-là, j'ai mis une petite photo avec UDV, je vais l'appeler comme ça si ça ne vous dérange pas pour aller un peu plus vite. C'est un mélange en fait de traditions spirituelles indigènes et amazoniennes alliées à la théologie chrétienne. Et parmi les éléments du christianisme, l'UDV inclut la croyance en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, la nécessité d'aimer son prochain, etc., harmonie avec la nature, etc., d'où son nom, puisque son nom signifie en français l'union des plantes. Mais contrairement à la doctrine chrétienne, l'Église croit en la réincarnation de l'esprit présente dans les traditions spirituelles amazoniennes. Et ce groupe privilégie en fait la tradition orale comme moyen de transmission et de diffusion de ces principes. Donc voilà, c'est une église qui s'installe aux États-Unis, entre autres. Il y a aussi, ils ont c'est aussi exporté dans quelques pays d'Europe. Et en fait, dans le cadre d'une sorte de cadre propice à l'évolution spirituelle vers la purification, il y a une préparation qui est faite à partir de l'écorce et des tiges de 2 plantes différentes qui proviennent de la forêt amazonienne. Donc, ce sont des lianes dont, je suis désolée, là, le nom est un petit peu compliqué. Alors, Banisteriopsis capi et Psychotria viridis. La deuxième a un nom évocateur déjà. Mais bref, ils préparent une sorte de décoction rituelle et même la préparation est vraiment codifiée, elle fait partie intégrante de ce côté un peu cérémonial, spirituel, etc. Et l'effet de cette boisson, c'est d'accroître la perception de la nature essentiellement spirituelle des disciples, ce qui les mettrait dans des conditions optimales pour développer leur qualité morale. Donc, cette décoction, appelée huasca ou ayahuasca, ça dépend, ça a 2 orthographes différents, on trouve ça dans les articles dans lesquels c'est abordé, mais cette boisson-là est donc considérée par les membres de l'Église comme fondamentale dans la pratique de leur religion, parce que ça fait partie de leur cérémonie, de leur pratique. C'est vraiment, et c'est sacré, un peu comme le vin en communion pour les catholiques, par exemple. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que la consommation de cette décoction est faite de manière assez régulière, c'est 2 à 3 fois par mois, mais toujours dans le cadre strict des cérémonies, bien sûr. Donc, la décoction en elle-même, c'est surtout une substance de cette décoction qui est problématique parce qu'en fait, il s'agit d'un constituant qui est présent dans des feuilles d'une des 2 plantes qui composent cette boisson et qui figure dans un tableau. Alors, c'est un tableau qui a été mis en place, je dis rapidement pour le contexte, parce que c'est important de le savoir, dans les années 70, en fait 1970, par les Nations Unies, je crois, ou alors 1970, elle est appliquée aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle le Controlled Substances Act. C'était une loi qui catégorisait en fait les drogues interdites sur le territoire pour la consommation, l'achat, etc., en fonction de leur dangerosité. Et il se trouve que
l'actif qui pose problème Ayahuasca, oui. dans cette boisson fait partie de la catégorie la plus élevée, c'est-à-dire que c'est une substance parmi les plus addictives et les plus dangereuses. Donc, c'est pour ça qu'elle a posé problème. Et même les Nations Unies, un an plus tard, en 1971, ont adopté le même tableau qu'ils ont calqué sur le tableau fait par Nixon, enfin par sa commission à l'époque, pour mettre en garde contre les dangers de ces stupéfiants. Voilà. Alors, les faits de l'affaire très rapidement. Comme ces deux plantes nécessaires à la préparation de ce thé ne poussent pas aux États-Unis, dans les zones arides du sud des États-Unis, il faut les importer. Donc, c'est ce qu'a fait une église qui les importait régulièrement du Brésil par bateau. Et en mai 1999, alors, on avait une politique anti-drogue qui était vraiment très forte depuis les années Nixon, donc les années 70, qui s'est poursuivie dans les années 80-90, avec un regain dans les années 90. Et cette lutte, dans ce contexte de lutte anti-drogue, eh bien, cette fameuse substance a été interceptée, voilà, alors que des agents de douane ont été informés, se sont rendus aux locaux de l'église União do Vegetal de Santa Fe pour y effectuer en fait un contrôle et plus précisément en fait une saisie, parce qu'ils savaient que se trouvaient là-bas certaines quantités importantes de ces fameuses substances. Donc, ils ont pris des barils entiers de litres et des litres d'Oaxaca importés par le groupe. Enfin, ils avaient préparé la décoction. Et le dirigeant de ce groupe s'est senti lésé parce que il n'y a pas eu, après cette saisie-là, il n'y a pas eu de réaction de la part des autorités, mais le président de l'Église a essayé de négocier avec les autorités pour qu'on les lui remette en disant « mais attendez, ce que vous avez fait, c'est pas très honnête, nous on s'en sert dans un cadre uniquement religieux, on est une religion enregistrée, etc. » Donc les négociations n'ont absolument pas porté leurs fruits. C'est pourquoi il a décidé de porter plainte. Et en décembre 2000, il saisit la cour du district du Nouveau-Mexique pour poursuivre le ministère de la Justice, l'ADEA qui est l'agence fédérale chargée de contrôler la circulation des stupéfiants, et le service des douanes qui avait informé en fait de ces quantités-là. Et il les traîne en justice pour entrave à la liberté, à la pratique de la liberté religieuse des membres de sa congrégation. Voilà, alors je vais essayer de faire assez rapidement. Bon, finalement, ça va, je respecte un petit peu encore le temps. Bon, pendant les premières années où l'UDV était en activité, entre guillemets, elle n'avait pas été trop embêtée. Ensuite est intervenue cette fameuse saisie et on en arrive, comme je l'ai dit, en 2000 à la poursuite. Bon, attendez, je crois que j'ai perdu, excusez-moi, une de mes feuilles. Je vais essayer de retrouver très rapidement. Et tu te souviens des arguments de la Cour ensuite, quand ça finit par arriver à la Cour suprême? Mais en fait, à la Cour suprême, ce dont je me souviens de l'argumentation, enfin de la conclusion de la Cour suprême, c'était pas tellement par, on va dire, par sympathie particulière pour le groupe ou quoi que ce soit. L'argumentation, c'est que la Cour suprême s'est rangée du côté de la loi, tout simplement, parce qu'il se trouve que non seulement l'Église a invoqué le premier amendement dans un premier temps, mais elle a également invoqué une loi qui avait été votée en 1993, qui s'appelait la loi de la restauration de la liberté religieuse, et qui avait été elle-même promulguée suite à une affaire jugée par la Cour suprême. Je l'évoquerai peut-être tout à l'heure. Non, mais évoque-le tout de suite, hein, parce qu'après, on va passer aux questions. Donc ça, c'est la fameuse loi, restaurant la liberté religieuse. Voilà, ce qui suit l'arrêt de la Cour suprême Smith versus Oregon contre l'Oregon, voilà. qui
faisait suite à la prise, là, cette fois-ci, de peyote, donc qui est une petite partie hein, d'un cactus et qui est complètement hallucinogène, qu'utilisent les membres d'une église indienne qui s'appelle la Native American Church, c'est-à-dire l'église indigène américaine, qui est une église dont les membres doivent être explicitement indiens, c'est-à-dire pouvoir prouver qu'ils ont du sang indien, enfin Native American, afin de pouvoir y appartenir, parce que eux ont le droit constitutionnel de pouvoir consommer cette substance qui est considérée toxique pour tous les autres Américains sauf pour eux, à des fins religieuses. Et en 1990, c'est la fameuse affaire Smith, hein, il y a un employeur, je fais vite, hein, un employeur dans l'Oregon qui a des employés qui sont indiens, mais qui n'arrivent pas le lundi matin au boulot. Donc, il les vire. Enfin, aux États-Unis, le travailleur est beaucoup moins protégé que chez nous. Donc, il les vire et les employeurs portent plainte en disant, vous nous avez virés, mais en fait, nous n'avons pas pu nous présenter le matin parce que nous assistions à une cérémonie de notre église, la Native American Church, et les cérémonies se déroulent la nuit, nous devons ingérer du peyote et effectivement, le matin, on n'est pas très frais. Donc, vous nous avez en fait mis à la porte alors que nous pratiquions, nous étions en train de subir les conséquences de notre pratique religieuse. Et comme tu l'as dit, effectivement, dans les années 90, on essaie de lutter contre les drogues. Alors, ça ne porte absolument pas. J'ai encore entendu hier le nombre de gens qui étaient morts d'overdose aux États-Unis, ça atteint des sommets incroyables. Et donc, là, la Cour suprême a dit, désolé, un employeur privé, puisque ce n'était pas un employeur public, un employeur privé a le droit finalement de virer quelqu'un. Il n'a pas besoin de se préoccuper de la liberté religieuse de ses employés. Voilà, donc ça c'est pour faire vite 1990. Et ensuite, vas-y, tu réexpliques la loi donc, qui a suscité en fait le président Clinton, qui est la fameuse loi de restauration de la liberté religieuse, et puis tu peux l'intégrer donc à notre groupe, enfin au groupe que tu présentes. Voilà. Alors oui, juste une petite précision, je ne sais pas si tu l'as dit au début, mais il se trouve que les deux plaignants travaillaient pour une clinique de désintoxication. Oui, voilà. Non, je ne l'ai pas dit, mais bon, parce que sinon, c'est très amusant comme histoire. Oui, oui. Oui, c'est quand même assez. Donc, en réaction à ça, et dans le but, mais vraiment affiché de casser un petit peu ou d'annuler les effets de la Cour suprême qui avait pris position clairement, il y a eu aussi, porté aussi par une sorte de sympathie à l'égard de la communauté amérindienne, etc. Et sous l'impulsion de Bill Clinton, a été promulguée une loi qui visait à restaurer, alors c'était dans le titre vraiment, la loi sur la restauration de la liberté religieuse, parce que Bill Clinton avait considéré que la liberté religieuse avait été un petit peu, cette interprétation faite par la Cour suprême réduisait finalement le champ de la liberté religieuse. Donc c'était pour donner une réouverture. Donc de fait, ça a annulé la décision de la Cour suprême et ça a ouvert la porte par ailleurs à plusieurs autres groupes pour des demandes similaires, dont l'UDV, d'invoquer cette loi pour pouvoir être protégé en plus du premier amendement, parce que peut-être qu'effectivement dans cette affaire-là, le premier amendement n'aurait pas forcément suffi. Donc effectivement, dans un premier temps, ils ont invoqué le premier amendement. Ensuite, ils ont sorti l'argument de la loi protégeant ou restaurant la liberté religieuse, qui, elle, allait un petit peu plus loin et était un peu plus explicite, et qui avait pris en exemple justement le cas de Smith contre Oregon. Et de ce point de vue-là, c'était, j'essaie de me souvenir qui était, j'ai vérifié ça. Oui, c'était le juge Robert, j'ai vraiment francisé le nom, Robert, qui pourtant qui était connu pour ses positions assez conservatrices, oui, mais bon, qui s'est révélé être finalement prendre une position beaucoup plus progressiste dans plusieurs affaires. Donc, c'était en gros la grosse déception de George Bush qu'il avait nommé à la Cour suprême. Bon, enfin bref, Robert explique, puisque c'est en général l'un des juges et bien souvent le président de la Cour, qui explique
le raisonnement en fait de la Cour suprême, les conclusions. Et ce qu'il a mis en exergue, vraiment, ce qu'il a mis en évidence, c'était cette primauté de la loi. Il ne pouvait pas ne pas tenir compte de la loi restaurant la liberté religieuse. Et ça a réaffirmé en quelque sorte la primauté de la protection par défaut presque. Il n'a pas dit comme ça, mais du droit religieux. Donc, il a accepté une réglementation. Par contre, il a insisté également sur le fait qu'il y aurait une réglementation et que ça devait être contrôlé de manière à ce que ça soit fait dans un cadre strictement religieux, que ce soit que pour les cérémonies. Il y avait aussi une histoire de quantité. Bon, à pas dépasser, oui. Il y avait quand même de quoi se fournir pour tout faire. Ouais. Mais alors, est-ce qu'il y avait, parce que moi j'avais étudié un autre groupe, mais qui était strictement sur le peyote, enfin qui prenait le peyote, est-ce que dans le cas de l'ayahuasca, il faut, pour être autorisé à le consommer, donc sous prétexte religieux, il faut simplement faire partie de ce groupe, de cette religion, UDV, ou est-ce qu'il faut prouver qu'on a des origines brésiliennes ou indiennes, ou simplement être membre de l'Église? Je pense qu'il faut être membre de l'Église uniquement parce que de toute façon, la plupart des gens ne sont pas forcément d'origine brésilienne. C'est le concept, entre guillemets, qui est important. D'accord, d'accord. Bon, alors, est-ce que tu as… Je préférerais qu'on arrête là parce que on va te poser d'autres questions et je voudrais d'abord te remercier parce que c'est passionnant et c'est vrai que tout le monde a pu voir que tu aurais pu parler encore jusqu'à demain, mais je voudrais laisser la parole aux amis parce qu'il va y avoir forcément des questions et tu pourras toujours après rajouter des choses que tu n'aurais pas pu dire parce qu'on est un peu tenu par le temps. Voilà, alors est-ce qu'il y a des amis qui veulent poser des questions? Oui, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous écrire ou de nous épeler le nom de cette communauté? Oui, parce que ça, c'est très difficile à comprendre. Oui, alors, hop. Je le fais. Ouais, oui, ce sera plus. Je le fais, voilà, je vous l'écris ici, vous allez voir. Je vous l'écris, je fais une capture d'écran. Ouais. Alors, comme pour beaucoup d'églises, le nom, là, j'ai pris le nom diminué. Voilà, vous le voyez là? Ouais. Unao do végétal. Mais sinon, c'est Centre Benedictente. Oui, d'accord. Ou Unao do végétal. Bon. Unao de végétal. Pardon, excusez-moi. Voilà, oui. Voilà. C'est bon? Oui, oui, oui. Et puis, il y en a d'autres, on en avait parlé avec toi, Nawel, mais il y a d'autres groupes qui sont un petit peu dans cette perspective-là. Hein. Il y a le groupe, on en avait parlé, on n'a pas le temps de développer, hein, mais qui s'appelait un autre groupe qui s'appelle le Val de l'Aube. Hein. Oui, donc, alors, je vous le marque en dessous aussi. Vous pouvez vous amuser à chercher ça. Il y a l'autre groupe aussi, il y a le Santo Daime. Oui. Il y a plein de groupes brésiliens. Moi, j'en ai parlé dans mon introduction du livre que j'avais fait il y a une dizaine d'années sur les religions et mondialisation. Et la boisson qu'ils prennent, hein, c'est l'ayahuasca. Il y a 2 orthographes possibles. Voilà, il y a ça comme orthographe. Voilà. Ou il y a voilà, je l'écris aussi. Voilà, où il y a aussi égal, c'est ça aussi qu'on trouve. Hein. Alors, en France, justement, on en avait parlé hier, tu t'en souviens, je ne sais plus, mais le 25 novembre, sur le Santo Daime, donc sur ce groupe-là particulièrement, tous ces groupes-là se trouvent en France, hein, soit dans des milieux à l'origine brésiliens, soit par le biais de la migration portugaise, soit tout simplement beaucoup de petits jeunes que ça intéresse beaucoup de pouvoir consommer ces substances. Lorsqu'on fait partie d'un groupe religieux. Moi, j'ai eu plusieurs étudiants quand j'en parlais qui me disaient qu'ils connaissaient où s'approvisionner. Hein. Donc, même à Bordeaux. Hein. Donc là, j'avais noté hier quelque chose sur le Santo Daime, 25 novembre 2011, l'association française Liberté du Santo Daime donc, a adressé une lettre au ministère de la Santé pour demander au nom, alors c'est exactement la même chose que ce dont vient de parler Nawel, c'est-à-dire qu'on va demander au nom de la liberté religieuse de pouvoir consommer ce produit. Alors en France, c'est donc ainsi intitulé. L'association française Liberté du Santo Daime a adressé une lettre au ministère de la Santé pour demander au nom de la liberté religieuse et aussi, et ça j'aime beaucoup, de la diversité culturelle, l'ouverture d'un dialogue en vue d'obtenir une dérogation
pour utiliser l'ayahuasca dans le cadre de son rituel religieux. Je n'ai pas la suite exacte, mais je sais que ça a été refusé. Hein, ce n'est pas autorisé en France. Pour ça, la France est beaucoup moins… Voilà. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de questions, moi, j'en ai une à poser à Nawel, qui est que comment tu peux expliquer qu'il faille quand même passer devant les tribunaux pour obtenir cette liberté religieuse et à quel prix? Parce qu'en fait, je ne sais plus si tu avais recherché le coût des procédures sur des années pour arriver à obtenir une autorisation de consommer cette drogue à des fins religieuses. Est-ce que tu avais cherché ça, le coût? Non, alors là, honnêtement, je ne sais pas, mais j'ai une petite connaissance basique, je ne connais pas forcément les taux qui sont appliqués, mais le recours à des avocats est extrêmement cher. Enfin, il faut avoir des moyens financiers, vraiment avoir une comptabilité extrêmement solide, et c'est pas tous les groupes qui peuvent se permettre effectivement d'aller jusqu'au bout de leur combat judiciaire, c'est sûr. Et alors, comment ça se fait? Parce que c'est quand même un tout petit groupe, là, l'Union du végétal. Alors là, excellente question. Je suppose peut-être qu'ils ont demandé de l'aide à certains de leurs… Alors, je sais qu'il y a, et ça se passe toujours comme ça, même chez nous en Europe, mais il y a souvent, pour défendre la liberté religieuse, des gens, des philanthropes qui donnent énormément d'argent à des comités ou à des groupes comme l'Union du végétal pour en fait financer toute la procédure juridique. Et ça se fait au nom de la liberté religieuse. Mais ça suppose quand même que le groupe a les épaules solides. Donc, on ne va pas le faire pour un petit groupe qui n'a aucune importance. Donc, ça, c'est quand même assez extraordinaire, tout ça. On a vu, par exemple, avec le cas de l'affaire Yoder, finalement, qui n'ont pas eu besoin de faire appel à un avocat. C'est un avocat et même un groupe d'avocats qui s'est associé à eux parce que leur cause a touché… Alors, il y avait, je crois, peut-être Mylène encore, vous vouliez poser une question? Non? Et alors, non, mais je voulais savoir si, excusez-moi, mais si ces communautés, malgré l'interdiction, puisqu'il semble qu'elles n'aient pas eu de succès, si. Mais j'ai cru comprendre qu'on leur avait refusé. Ah non. L'Union d'un végétal, ils ont le droit. Ouais. Non, mais celles qui sont en France. En France, ils n'ont pas le droit, oui. Ah ben, voilà, je demande pour celles qui sont en France, comment elles font alors? Ils le font dans la clandestinité, tout simplement. Ah voilà, c'est comme prendre la drogue, prendre de l'héroïne, de la cocaïne ou tout un tas de substances, ils le font quand même. Mais si vous voulez, je pense qu'en France, l'argument… Enfin, il y a un ami ici, Jean-Thierry, on pourrait s'amuser à parler du procès dans lequel j'ai servi comme experte. En France, si vous voulez, l'argument de liberté religieuse pour faire quelque chose qui contrevient aux lois, c'est très difficile à entendre, ça passe jamais. Et même faire reconnaître un groupe comme groupe religieux, c'est excessivement difficile. Alors qu'aux États-Unis, si vous avez suffisamment d'argent et de bons avocats, ça peut passer assez facilement sans que ça aille jusqu'à la Cour suprême. Ce que Nawel a fait, ça a été d'étudier que des cas qui allaient jusqu'à la Cour suprême. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se résolvent, si vous voulez, à un niveau inférieur. Voilà. Mais chez nous, c'est quasiment impossible. Enfin, quand on voit, si vous voulez, comment, par exemple, les témoins de Jéhovah ont eu du mal à se faire reconnaître, et puis il a fallu que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme qui force la France à rembourser les sommes colossales, des millions d'euros ou de francs à l'époque, mais enfin c'était après sous forme d'euros, je crois, de rembourser ça aux témoins de Jéhovah en France, parce que l'État avait refusé de considérer que les activités des témoins de Jéhovah, les activités, vous savez, de porte-à-porte ou de vente de journaux, de bouquins, étaient une activité religieuse. Donc, il a fallu que les témoins de Jéhovah, mais qui sont une énorme organisation internationale avec vraiment un gros poids et de très bons avocats, j'en connais plusieurs, ça monte jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, parce que là, ça va faire aussi comme remonter jusqu'à la Cour suprême. Et là, la Cour européenne des droits de l'homme a forcé la France à rembourser des sommes colossales. Et donc, la France a remboursé, mais bon, mais c'est très dur chez nous. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus fluctuant, comme l'a très bien dit Nawel. Alors, parfois, ça marche. Ça a tendance à marcher, en fait.
On l'a vu pour Yoder, mais là, c'est parce que les Amish étaient d'abord un vieux groupe, bien intégré, totalement séparatiste, mais complètement dans la culture américaine, protestant plus, ne lisant que la Bible, etc. etc. Et puis, on a trouvé que finalement, comme on a dit, hein, c'était des gentils citoyens, donc on n'avait pas besoin de s'offusquer. Après, pour l'Union d'Ovalle, ça, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, parce qu'on a fini par dire, bah, OK, vous pouvez consommer de la drogue qui est interdite pour les autres. Quoi. Ouais, mais et Roberts, c'est toujours lui, hein, le Chief Justice. Oui, c'est toujours lui le président de la Cour actuelle. Donc là, ça va être intéressant de voir ça. Oui. Si vous n'avez pas d'autres questions, j'en ai une autre à poser à Nawel. Oui, je voulais juste préciser, il y a aussi un rapport qui est différent, un rapport à la religion aux États-Unis. Oui. Elle n'est pas vue de la même manière. Bien sûr. Ouais. Oui. Alors, est-ce que justement, Nawel, si on veut actualiser un petit peu, puisque tu as parlé de Roberts, qui est donc toujours le Chief Justice, alors, on ne va pas parler particulièrement de l'avortement, hein, mais qui a été reconnu, qui a été autorisé à partir de 1973 dans un arrêt très célèbre, hein, Roe versus Wade, et qui a été remis en cause sans arrêt en fait depuis 1973, limité beaucoup dans certains États et qui risque d'être limité encore plus maintenant. Mais bon, on ne va pas en parler parce que même si ça touche à la religion, c'est pas ça. Mais que penses-tu de ce que cette cour va pouvoir faire dans le domaine justement de la liberté religieuse, puisqu'il y a beaucoup de groupes évangéliques, voire de groupes catholiques, qui portent plainte alors à tous les niveaux, les tribunaux des États, puis ça remonte, etc., parce qu'ils estiment que dans beaucoup d'institutions fédérales, notamment des institutions publiques, on ne reconnaît pas le droit à la différence religieuse. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait les fameuses histoires, tu sais, des camps de scouts, par exemple, où chez les scouts, alors ce n'était pas les scouts, pardon, dans ce cas-là, mais il y a eu des histoires où on n'a pas, des groupes religieux, je pense que c'était des groupes catholiques, ne voulaient pas, lorsqu'ils employaient des gens, ne voulaient pas assurer les gens et leur donner de l'argent si ces gens-là, les femmes, demandaient à bénéficier d'un avortement, etc., etc. Et ça a été accepté en disant, bah, écoutez, un employeur qui est un employeur religieux, l'Église catholique en l'occurrence, etc., a parfaitement le droit de ne pas accorder certains droits qui contreviennent en fait à ses propres convictions, etc. Alors, qu'est-ce que tu penses là des orientations actuelles de la Cour ? La grande crainte aux États-Unis, c'est un petit peu ça, et je la partage à vrai dire, parce qu'on se retrouve, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt au début de cet enregistrement, la configuration de la Cour suprême n'est pas forcément favorable à de grandes avancées sociales, progressistes, etc. Et il se trouve, comme tu as dit, on se retrouve avec une majorité clairement conservatrice qui a tendance à revenir sur certaines questions et qui va influencer de fait par les choix qu'elle va faire, puisque c'est même les juges de la Cour suprême qui choisissent les affaires qu'elles ont bien envie d'entendre, y compris certaines affaires sont retenues parce qu'elles présentent un intérêt public majeur, etc. Donc, sur toutes ces questions d'avortement, de primauté de la liberté religieuse, du caractère religieux des entreprises aussi, et de la mise en balance entre ça, le juste équilibre entre respecter la liberté religieuse de personnes considérées comme des personnes morales qui sont des entreprises et l'intérêt de certaines minorités. Tu as mentionné tout à l'heure l'affaire dont tu parlais, je crois que c'était l'affaire qui a été jugée en 2015, Hobby Lobby, où effectivement la Cour suprême a donné le droit en gros aux entreprises en tant que personnes morales d'appliquer ces principes religieux et de décider ou non du remboursement de l'assurance maladie, dont des méthodes contraceptives, etc. Ça a donné lieu à d'autres affaires récentes aussi, similaires, qui se multiplient, qui sont notamment des affaires qui concernent les communautés LGBT, qui se sentent discriminées. C'était un couple homosexuel qui s'est vu refuser un gâteau, c'est ça ? Un gâteau de mariage, voilà, parce que l'homme a dit que son entreprise, c'était contre ses valeurs religieuses. Contre etc. Le mariage homosexuel, voilà, oui. Voilà, c'est ça, et que ça contrevenait à ses principes religieux les plus profonds, et que son entreprise, par extension, comme c'est une personne morale, etc., il avait la possibilité
possibilité de faire appliquer ça. Donc, effectivement, il y a cette crainte d'une sorte de surprotection de la liberté religieuse, mais entendons-nous bien d'une liberté religieuse qui profite surtout à des groupes qui correspondent à des dénominations protestantes, enfin, qui font partie du gros des religions majoritaires, quoi. Des religions majoritaires, voilà. Et on l'a vu avec les juges nommés à la Cour suprême par Donald Trump, et il a pu en nommer 3 quand même, qui sont excessivement conservateurs, etc., et qui ne représentent pas forcément des religions minoritaires, bien au contraire. Donc, il y a une sorte de… C'est surtout des catholiques, hein. Ouais. Oui, la majorité, c'est des catholiques. Des catholiques qui rentrent dans le moule, dans le discours protestant. Très extrémistes, oui, de droite, oui. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que finalement, ça va très bien. C'est une sorte de diversité, mais qui n'en est pas une réellement. Donc, en fait, cette trajectoire est un petit peu dangereuse. C'est une sorte de pente glissante dans laquelle la Cour suprême semble s'engager. Et ça risque de redéfinir, on a une crainte que ça aboutisse à un retour sur certains droits sociaux acquis, notamment le droit à l'avortement. Et justement, tu as bien fait d'évoquer cette histoire dont j'avais trouvé ça absolument délicieux, cette histoire où il y a justement ce couple homosexuel qui veut un gâteau de mariage. Alors les gâteaux de mariage, si vous ne connaissez pas les États-Unis ou les gâteaux de mariage aux États-Unis, vous ne voyez pas tout à fait ce que c'est. Mais c'est toujours des énormes gâteaux. Alors, ce n'est pas la pièce montée à la française, mais c'est un énorme gâteau rond sur lequel vous avez un énorme gâteau rond. Ils sont de plus en plus petits. Donc, ça fait une espèce d'échelle, si vous voulez, comme ça, d'énormes gâteaux, plus ou moins bons, on va dire, pour pas dire plus ou moins mauvais, ils peuvent être assez bons, mais c'est énorme. Et donc, il y a le pâtissier qui avait dit, ah mais non, moi je ne fais pas. Au lieu de dire, bon, ben voilà, on a besoin d'un gâteau pour le mariage, ils avaient clairement affiché que c'était un mariage même sexe. Et donc, le pâtissier avait dit, ben non, moi, je veux pas faire ça, c'est contre ma religion. Et donc, les clients ont attaqué le pâtissier, etc., au nom des droits justement LGBT+, etc. Et lui, il a contre-attaqué en disant, mais ma liberté religieuse m'interdit de faire un gâteau pour un mariage homosexuel. Enfin, moi, ça m'amusait beaucoup. Il y a eu les mêmes histoires, si tu te souviens, pour les fleurs. Il y a eu des fleuristes. Oui. Il y a eu des fleuristes qui ont refusé de décorer. Oui, mais ce qui est important, c'est que c'est au prix. En fait, finalement, ce qui pèse dans la balance, c'est soit cette protection du libre exercice religieux du premier amendement ou les droits contre la discrimination vers telle et telle minorité. Et là, la balance semble pencher vers, on favorise ce fameux premier amendement. Oui. Mais ça, c'est, comme tu dis, c'est maintenant, ça va être à la faveur des très grands groupes religieux, notamment les évangéliques et les catholiques, qui tiennent exactement le même discours très conservateur, culturel, social, politique. Et il y a déjà beaucoup de choses qui sont sur ce qu'on appelle le docket, c'est-à-dire que la Cour suprême peut juger. Bon, elle reçoit, je crois que c'est des dizaines de milliers d'affaires, et elle, comme tu dis, elle en choisit quelques-uns qui vont être représentatifs de l'orientation qu'elle veut donner à sa propre trajectoire, mais qui influe énormément sur la société américaine. Ouais. Alors, est-ce que tu voudrais rajouter autre chose que je ne t'ai pas laissé dire? Parce que moi, je surveille l'heure pendant que les gens parlent. Non, c'est bon pour moi. Ça y est, je pense que j'ai quand même pas mal parlé. Alors, mais c'était passionnant. Moi, je t'aurais laissé parler longtemps, mais bon, je sais que tout le monde a du travail, enfin, ou peut-être d'autres choses à faire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Non? Bon. Oui, mais c'est ce qu'il faut retenir, je pense, de ta présentation, c'est que c'est radicalement différent de la scène française. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal en France à comprendre ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que bien que le premier amendement affirme la liberté religieuse et la liberté de culte, je fais remarquer d'ailleurs que c'est ce qui a influencé les premiers articles de la Constitution française, notre Constitution de 58 et même celle auparavant. Je crois que c'est au moins la 3e, 4e, 5e Constitution, enfin République. Ça commence pareil, c'est liberté religieuse et liberté de culte. Et l'État doit protéger la liberté religieuse de ses concitoyens, enfin des citoyens, et s'assurer
qu'ils peuvent pratiquer leur culte. Mais c'est des belles paroles, hein. Et puis selon effectivement le culte, on va vraiment l'autoriser ou pas, hein. Mais aux États-Unis, c'est un petit peu pareil finalement. Mais aux États-Unis, c'est surtout protégé si on a le bon réseau, les bons financements et tout ça, excepté dans le cas des Amish, hein, mais c'est tout à fait impressionnant. Alors, si personne ne veut, Benoît, vous n'avez pas de questions à poser aujourd'hui? Alors, Benoît a disparu, je pense, comme il est directeur ou sous-directeur d'une école, je pense qu'il a dû nous quitter. Donc, écoute, Nawel, je vais te remercier. Merci. Parce qu'on a fini le cycle de cette année en beauté. Je remercie tous les amis qui ont suivi depuis le début, puis certains ont dû partir maintenant, mais c'est un petit peu compréhensible. Et ben voilà, Benoît ne nous parle pas parce qu'il est en voiture. Ah, oui, voilà. Depuis tout à l'heure. Bon, vous n'aviez pas de questions, Benoît? Ah, bon, il a dit au revoir. Bon, d'accord. Je n'ai pas de questions. D'accord, très bien. Bon, c'est intéressant. Bon, voilà. Donc, écoutez, on se retrouve en septembre. En attendant, moi, je vous souhaite un très bon été. Si vous avez des idées d'entretien, si vous rencontrez des gens qui pourraient jouer à notre petit jeu des questions-réponses, s'il vous plaît, allez-y, hein. Moi, j'en ai encore pas mal. Et puis, chaque fois, je rencontre des gens que je vais interroger. Mais s'il vous plaît, hein, vous pouvez faire du recrutement aussi, hein. Voilà, je vous envoie en mission de recrutement, de prosélytisme, etc. Et puis même, toi, Nawel, tu pourras encore nous parler d'autres groupes dont tu n'as pas parlé ce soir, mais des histoires qui sont tout à fait intéressantes, hein. Nawel avait travaillé, vous vous souvenez, on a eu un entretien avec un membre des 12 tribus, hein, si vous vous souvenez. Donc ça, c'était en décembre ou en janvier, je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a eu, mais c'était Guillaume Joga, hein, qui nous avait présenté comment il était devenu membre des 12 tribus, etc. Et eux, ils ont eu énormément de problèmes juridiques, à la fois aux États-Unis et en France. En France, c'est toujours le cas, hein. Et justement, l'histoire de Yoder, où on autorise les Amish à ne plus envoyer leurs enfants à l'école après 14 ans, bon, ben là, nos amis des 12 tribus sont en train de vouloir quitter la France, puisqu'on n'autorise plus leurs écoles qui sont... On a le droit en France d'avoir l'école à la maison, mais que dans la famille. Et donc, dès lors qu'on mélange des enfants de 2 ou 3 familles, on fait une école de facto qui n'est plus l'éducation à la maison. Et donc, on est hors la loi. Et donc, ils cherchent à s'installer ailleurs. Voilà. Donc, c'est tout à fait... Alors, évidemment, ça ne concerne qu'une centaine de gens en France, hein, je veux dire. Mais c'est quand même assez symptomatique de notre... assez grand manque de liberté religieuse chez nous. Alors évidemment, ce n'est pas la Chine non plus, hein, on ne persécute pas les gens, on les embête, on les empêche de faire peut-être l'école comme ça, mais bon, on ne les met pas en prison, on ne les torture pas, etc., etc. Voilà, donc écoutez, je vous dis à la rentrée, je répète, je pense que tout le monde m'a déjà entendu en parler, mais les 13 et 14 octobre, j'organise enfin ce colloque que je prévois depuis plusieurs années et que j'ai dû repousser sur religion et violence, mais que j'ai intitulé Religion, guerre et paix, où justement on parlera à la fois de l'instrumentalisation de la religion à des visées de pouvoir politique, personnel, etc., territorial, mais aussi les religions persécutées. Et il y aura un cas de religion à Taïwan. On ne les avait pas rencontrés quand on y était, Nawel. C'est Taiji Men. Alors eux, ils ont des problèmes, un petit peu comme les témoins de Jéhovah chez nous, pour des problèmes d'impôts. On leur impose, enfin on leur fait payer des impôts, des taxes sur leurs activités qu'ils estiment être des activités cultuelles. Donc, c'est exactement la situation des témoins de Jéhovah d'il y a quelques années chez nous. Et c'est toute une affaire. Il y a tout... Alors là, eux, c'est un groupe qui est, je ne sais plus combien ils sont, quelques dizaines de milliers, centaines de milliers peut-être, mais ce n'est pas énorme, hein. Mais ils ont réussi à fédérer autour d'eux tout un tas de gens qui les aident financièrement pour porter devant les tribunaux, d'abord de Taïwan et puis quasiment au niveau international, leur persécution pour leur religion. Alors, il y aura un membre de ce groupe qui sera là, qui expliquera ça. Il y a Massimo qui en parlera aussi, etc. Alors, c'est des persécutions, bon, qui ne sont pas, si vous voulez, des tortures physiques, etc., etc. Mais c'est quand même de la persécution au nom de la liberté religieuse. Et puis, il y aura, j'espère que tu connais mais aussi Nawel, hein, j'espère qu'ils pourront venir, sinon ça sera en Zoom si la situation Covid ne s'améliore pas. Il y aura Fiona
du groupe de Taïwan que je vous ai présenté, Weixin Chenjiao, qui présentera un rituel qu'ils ont mis au point pour essayer d'empêcher la Chine de les attaquer et de les anéantir, et aussi les amis de Corée qui ont également des rituels tout à fait intéressants pour empêcher que leurs gentils amis de Corée du Nord ne les attaquent, sachant qu'en plus le quartier général du groupe où je suis allée plusieurs fois est tout à fait à côté de la zone démilitarisée. Voilà, alors moi ce que je leur dis en général, c'est que ça m'étonnerait que les Coréens du Nord attaquent nucléairement Séoul, puisque les retombées seront sur la Corée du Nord aussi, puisque Séoul est à 80 km, je crois, de la frontière, etc. Mais en tout cas, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment des groupes religieux, justement, travailler à la pacification et notamment inventent des rituels spécifiques. Voilà. Donc, je vous invite tous, à ceux qui sont sur Bordeaux, Mylène, vous pourriez venir vous faire héberger chez Thérèse qui vous adore pour participer au colloque. Voilà. Donc, ça sera donc 13-14 octobre. Et Brigitte, tu as intérêt à être là. Voilà. Et Jean-Thierry aussi, Fabienne évidemment, elle adorera la logistique, etc. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vous dis au revoir pour cette année. J'ai été ravie de vous avoir en ligne. Ça me remonte le moral de ne plus enseigner, mais de vous avoir comme répondant, comme on dit. Et c'est tout à fait intéressant. Puis surtout de pouvoir faire parler tous ces gens qui font des recherches et qui restent d'habitude entre le prof qui a lu le mémoire ou la thèse et puis quelques autres personnes, et puis c'est tout. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on fait une thèse ou un mémoire, il n'y a pas grand monde qui va lire en dehors des gens qui ont à juger de la qualité du manuscrit. Alors, sauf si on arrive à publier la thèse, mais même si on publie une thèse, je veux dire, le lectorat est minime. Pour avoir dirigé pendant 8 ans les presses universitaires de Bordeaux, je peux vous dire que c'est pas du Fayard, c'est pas Albin Michel, on publie pas du Simenon ou du Harlan Coben ou des choses comme ça. Et donc, je trouve vraiment bien que des jeunes, enfin comme Nawel ou la plupart des gens que vous avez pu entendre, qui ne sont pas forcément jeunes d'ailleurs, puissent avoir, si vous voulez, un auditoire, parce que c'est quand même un peu stimulant et ça permet quand même vraiment de faire profiter le public de ses connaissances. Voilà. Alors, bien entendu, si Nawel est d'accord, je pense que tu es d'accord pour qu'on mette sur YouTube. Oui. Ça sera sur YouTube dès que Tania aura le temps de le faire. Voilà. Donc, moi, je vais arrêter la conférence, donc l'entretien. Nawel, tu laisses allumer ton ordinateur, comme je t'ai dit, et tu verras qu'au bout comme on a parlé pendant 1h50, tu verras qu'au bout d'1h50 environ, c'est terminé, c'est converti à MP4, mais et ça va se loger quelque part dans ton ordi, mais tu pourras le retrouver, ça s'appellera Zoom, etc. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à tous à bientôt, et puis bonnes vacances. Oui, merci, c'était passionnant. Merci Mylène, au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bonnes vacances. Au revoir, Merci. bonnes vacances. Merci, Bonnes merci. vacances.